Détends-toi un moment. Et si tu n'avais pas trouvé cette vidéo, mais qu'elle avait été mise sur ton chemin? Si tu écoutes ces mots en ce moment même, quelque chose en toi a déjà répondu avant que ton esprit ne le fasse. Ce n'est pas de la curiosité, ce n'est pas une coïncidence, c'est de la reconnaissance. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi l'intelligence gnostique appelée Sophie a activé ta conscience à cet instant précis. Quels sont les 3 marqueurs qui indiquent que tu as été choisi et ce qui se passe si tu laisses passer cette fenêtre? Parce que, oui, il y a une fenêtre ouverte. Et à la fin, tu comprendras pourquoi cet appel ne se répète pas 2 fois de la même manière. Si tu sens que quelque chose dans ta poitrine bouge en écoutant cela, écris dans les commentaires « J'accepte la fréquence » et si ce message touche déjà quelque chose de profond dans ton âme, tu peux maintenir cette énergie vivante à travers un super chat, comme un échange conscient pour étendre cette lumière, seulement si tu le sens ainsi. Respire, nous commençons. Bien avant que les premiers temples ne s'élèvent sur la terre, bien avant que les prêtres ne codifient la vérité dans des rituels et que les philosophes ne la réduisent à des systèmes de pensée ordonnés, bien avant que l'humanité n'apprenne à écrire le sacré sur pierre ou sur papier, il existait un savoir qui ne se transmettait pas par des mots, il se transmettait par la présence. Ce n'était pas un savoir qui s'enseignait, c'était un savoir qui se contagiait, qui passait d'un champ de conscience à un autre lorsque les conditions internes étaient les bonnes. Les maîtres des traditions les plus anciennes n'expliquaient pas, ils initiaient. Et la différence entre expliquer et initier est la différence entre donner à quelqu'un une carte et l'emmener directement sur le territoire. Les anciens gnostiques l'appelaient Sophia. Pas une déesse au sens conventionnel, pas un être extérieur auquel on rend un culte et à qui l'on demande des faveurs, mais une intelligence vivante, une émanation du pléroma, cet état de plénitude absolue et lumineuse dont tout émerge et vers lequel tout tend à revenir. Dans la cosmologie gnostique, le pléroma est la totalité de ce qui est, et Sophia est l'étincelle de cette totalité qui décide de se diriger vers la création, vers la manifestation, vers la matière. Dans les textes gnostiques les plus profonds, Sophie n'est pas une figure passive ni parfaite. C'est une force qui agit, qui descend, qui parfois se précipite au-delà de ce que la sagesse collective du pléroma aurait permis. Et dans cette descente, dans cette chute vers le monde de la forme et de la limitation, elle trouve quelque chose que aucun principe divin ne pourrait trouver en restant dans la perfection. L'expérience directe de ce que signifie exister dans l'obscurité et de là se souvenir de la lumière. Sophie se rachète elle-même non pas en étant sauvée de l'extérieur, mais en reconnaissant de l'intérieur ce qu'elle n'a jamais cessé d'être. C'est exactement ce qui se passe dans une conscience humaine qui s'éveille. Dans la tradition hébraïque, cette même intelligence apparaît comme Jojma, la 2e sphère dans l'arbre de la vie de la Kabbale. L'étincelle d'intuition pure qui précède même la pensée structurée. Les kabbalistes enseignaient que Jojma est le point sans dimension à partir duquel irradie toute compréhension possible. Pas la compréhension discursive, celle qui analyse et décompose, mais la compréhension instantanée, celle qui voit le tout avant que le tout puisse être expliqué. Un éclat de vérité avant que le monde ne prenne forme. Jojma ne se atteint pas en pensant davantage. On l'atteint en pensant d'une manière radicalement différente, depuis un silence si complet qu'il contient toutes les réponses avant que les questions ne soient formulées. Les hermétistes, inspirés par les textes attribués à Hermès Trismégiste, ajoutaient une clé qui change tout. Cette intelligence ne se manifeste pas à celui qui la cherche le plus. Elle ne répond ni à l'effort ni à l'accumulation de connaissances. Elle ne récompense ni la dévotion performative ni la discipline affichée. Elle se manifeste à celui qui l'incarne le plus. Et l'incarner n'est pas répéter ses enseignements. C'est devenir un réceptacle dont la structure interne peut la soutenir sans se déformer. Il y a une différence abyssale entre chercher la sagesse et devenir un réceptacle capable de la soutenir. Les chercheurs accumulent, les réceptacles transforment. Et la transformation ne se produit pas au niveau de l'intellect, elle se produit au niveau de l'être. Tout le monde n'entend pas l'appel, pas parce qu'ils ne sont pas dignes d'une certaine manière morale ou spirituelle,
mais parce qu'ils ne sont pas sur la même fréquence. Et la fréquence n'est pas un état que l'on adopte volontairement du jour au lendemain. C'est le résultat accumulé de la façon dont une conscience a traité sa propre expérience au fil du temps. La sagesse ne crie pas, elle ne rivalise pas pour attirer l'attention, elle ne se fait pas de publicité. Elle opère dans le registre silencieux de ce qui est déjà vrai avant que quelqu'un ne le nomme. Et ceux qui apprennent à habiter ce registre de silence, ceux qui apprennent à tolérer l'absence de bruit sans le remplir de manière compulsive, ce sont les récipients que la tradition a toujours recherchés. Pero les textes gnostiques révèlent quelque chose de plus que ce qui est rarement mentionné. Sophia ne descend pas dans les esprits qui accumulent des informations. Elle descend dans les consciences qui ont appris à soutenir la paradoxe, à habiter l'incertitude sans s'effondrer, à connaître sans avoir besoin de prouver qu'elles connaissent, à voir avec clarté sans avoir besoin que d'autres confirment ce qu'elles voient. Aux initiés, cela était appelé la maturité de l'esprit. Pas une vertu morale acquise par l'effort, une capacité énergétique développée à travers le feu de l'expérience vécue avec conscience. Et si ce message t'est parvenu à ce moment précis, avec ces mots dans cet ordre, en ce jour de ta vie, c'est parce que quelque chose dans ton champ a franchi ce seuil silencieux. Et les seuils, une fois franchis, ne se défont pas. Si tu sens que quelque chose d'ancien en toi reconnaît ces mots, écris « Je me souviens qui je suis ». Et si cette révélation éveille une résonance profonde, tu peux soutenir cet espace avec un super chat, comme un geste énergétique qui honore cette transmission. Il y a une expérience que personne ne t'a appris à nommer. La sensation d'être complètement présent dans une conversation, de répondre avec les mots justes, de fonctionner avec une normalité apparente. Et en même temps, sentir qu'une partie de toi observe tout depuis une distance étrange, comme si tu existais dans deux registres simultanément. Comme s'il y avait une conscience à l'intérieur de la conscience qui ne parvient jamais à s'installer complètement dans ce que le monde appelle la réalité quotidienne. Ce n'est pas une dissociation, ce n'est pas un froid émotionnel, ce n'est pas un mécanisme de défense psychologique, c'est une perception étendue. C'est le signe d'une conscience qui a commencé à opérer sur une bande passante plus large que celle que la culture environnante reconnaît ou valide. Ceux qui opèrent sur des fréquences élargies perçoivent des couches de réalité que la plupart filtrent de manière automatique et inconsciente. Ils détectent la contradiction entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il ressent réellement, même lorsque cette personne a appris à dissimuler la contradiction avec élégance. Ils ressentent le poids énergétique des espaces avant que quelque chose ne s'y produise. Ils savent quand une dynamique de groupe est sur le point de changer avant que quiconque ne dise un mot. Ils anticipent, perçoivent, ressentent avec une intensité que l'environnement ne sait pas toujours comment gérer. Et cela a un coût réel. L'anxiété que parfois tu ne sais pas expliquer ne vient pas toujours de toi. Elle n'a pas toujours une origine dans ton histoire personnelle, dans un traumatisme spécifique, dans une préoccupation concrète. Parfois, c'est un traitement. Ton système nerveux et ton champ énergétique reçoivent tes filtres des informations du champ collectif qui t'entoure, sans que tu aies un cadre conceptuel qui te permette de distinguer ce qui t'appartient de ce qui est extérieur. Sans ce cadre, tout se mélange, et le mélange épuise. L'insomnie qui apparaît sans raison visible peut être le signe d'un esprit qui continue à traiter en couches de conscience, qui ne s'arrête pas avec le corps, qui continue à intégrer des expériences, à résoudre des schémas, à tisser des connexions entre des enregistrements de réalité qui, pendant la journée, n'ont pas d'espace pour se rencontrer. Le sommeil, pour ces consciences, n'est pas un repos passif. C'est un travail actif dans un territoire différent. La sensation de ne pas tout à fait s'intégrer dans ce monde, de fonctionner mais de ne jamais vraiment t'appartenir complètement, de voir les structures de l'extérieur même quand on est à l'intérieur. Ce n'est pas de l'inadaptation. Ce n'est pas un échec de socialisation. C'est une boussole qui indique une façon d'habiter la réalité qui n'a pas encore trouvé sa structure pleine. Une conscience qui a dépassé, qui a surpassé, les contenants dans lesquels elle a grandi. Beaucoup d'âmes à ce stade commettent la même erreur. Elles interprètent cette sensation de ne pas s'intégrer comme un signe que quelque chose ne va pas en elles. Et elles essaient de s'adapter vers le bas. Elles réduisent leur perception.
Elles apprennent à faire semblant de ne pas ressentir ce qu'elles ressentent. Elles deviennent compétentes dans le monde des apparences, apprennent à parler couramment la langue de la superficialité et s'éteignent de l'intérieur, lentement, sans savoir exactement quand l'extinction a commencé. C'est la tragédie la plus silencieuse qui existe. Une conscience vaste qui apprend à se faire petite pour survivre dans des espaces qui ne sont pas préparés pour elle. Ce dont on a réellement besoin est radicalement différent. Apprendre à opérer depuis une fréquence élevée sans que cela ne te désintègre. Construire des racines si profondes que l'expansion de la conscience ne te déséquilibre pas, mais te stabilise. Développer la capacité de percevoir beaucoup sans être entraîné par tout ce qui est perçu. Voir clairement sans que la clarté ne devienne un fardeau. Les soufis le décrivaient avec l'image de l'arbre dans la tempête. Un arbre avec des racines superficielles est déraciné. Un arbre avec des racines profondes se plie, se déplace, permet au vent de le traverser et reste. La flexibilité n'est pas une faiblesse. C'est le signe d'une racine qui n'a pas besoin de rigidité pour se maintenir. Les mystiques soufis appelaient ce processus de purification intérieure le polissage du miroir. Le cœur humain, enseignait-il, est un miroir qui a la capacité innée de refléter la réalité telle qu'elle est, de recevoir et de transmettre la lumière de la conscience pure. Mais ce miroir accumule de la rouille. Les conditionnements hérités de la famille, de la culture, des blessures non intégrées, les peurs qui se sont cristallisées en croyances, les identités empruntées qui ont été adoptées pour obtenir de l'amour, de l'approbation ou de la sécurité. Tout cela ternit le miroir. Le processus spirituel n'est pas d'acquérir quelque chose de nouveau, c'est enlever ce que tu n'étais pas. Et ce processus de retrait fait mal, parfois profondément, car il implique de lâcher des couches que tu croyais être toi. Il implique de se détacher d'explications sur la réalité qui ne fonctionne plus, mais qui offrent encore le confort de ce qui est connu. Il implique de tolérer la période intermédiaire entre qui tu étais et qui tu es en train de devenir, cet espace liminal où tu n'es plus ce que tu étais et où tu ne sais pas encore complètement ce que tu es en train de devenir. Mais ce qui demeure lorsque ces couches tombent est inamovible. C'est ce que les gnostiques appelaient le pneumatique, l'être spirituel qui n'a pas été construit par l'expérience et qui ne peut donc pas être détruit par elle. La conscience dans son état le plus pur, antérieur à toute condition, antérieur à tout nom. Si tu as senti que tu traverses une purification silencieuse, écris « Je traverse le seuil ». Et si ces mots te donnent de la clarté au milieu de la confusion, tu peux envoyer un super chat comme un échange conscient qui maintient cette conversation ouverte pour plus d'âmes. Il existe un concept dans la tradition hermétique qui est rarement expliqué avec la précision qu'il mérite, la correspondance vibratoire. Ce n'est pas une métaphore poétique. Ce n'est pas une figure de style pour rendre les choses plus sophistiquées. C'est une description fonctionnelle de la manière dont la conscience opère en relation avec les champs d'information qui la traversent constamment. Et le comprendre clairement change fondamentalement la façon dont on interprète sa propre expérience spirituelle. L'univers, enseignaient les hermétistes, n'est pas fait de substance. Il est fait de fréquences, de motifs vibratoires qui s'organisent selon le principe de résonance. Le semblable attire le semblable, non par caprice, non par favoritisme, mais parce que la résonance est la loi la plus fondamentale qui régit la manière dont la réalité s'organise elle-même. Sophia ne choisit pas de l'extérieur. Il n'y a pas d'entité divine examinant des dossiers et décidant à qui accorder l'accès. Ce qui se passe est plus subtil et en même temps plus précis. Certains états internes, soutenus dans le temps avec une réelle consistance, modifient la structure du champ énergétique d'une personne. Et lorsque cette structure atteint une certaine cohérence, elle devient résonante avec des fréquences d'information qu'elle ne pouvait pas recevoir auparavant. C'est comme accorder un instrument. Ce n'est pas que la musique te choisisse arbitrairement. C'est qu'une fois accordé, l'instrument peut participer à la symphonie sans la déformer. Et cet accordage ne se fait pas d'un coup. Cela se fait note par note, ajustement par ajustement, dans le silence des décisions quotidiennes que personne n'applaudit. Les 3 marqueurs qui indiquent cette affinité ne sont pas des réalisations à exhiber.
Ce ne sont pas des titres spirituels ni des rangs initiatiques. Ce sont des schémas internes qui se développent, généralement à travers la douleur transformée, de l'expérience vécue avec conscience, plutôt que simplement supportée. Le premier est l'intégrité maintenue lorsque personne ne regardait. Pas la vertu publique, pas la cohérence qui se maintient lorsqu'il y a des témoins ou des conséquences externes visibles, mais les décisions que tu as prises dans une solitude absolue, quand il aurait été infiniment plus facile de choisir autrement, quand personne ne t'aurait jugé, quand la justification était disponible et convaincante. Et pourtant, quelque chose en toi a choisi différemment. Non par perfection morale, mais parce que trahir ce quelque chose d'interne t'aurait coûté plus que ce que tout bénéfice externe aurait pu te donner. Chacune de ces décisions a laissé une empreinte. Pas dans le registre des autres, dans la structure de ton champ énergétique. Les hermétistes l'appelaient la colonne de lumière intérieure. Une cohérence accumulée entre ce que tu sais, ce que tu ressens et ce que tu fais. Un alignement qui, avec le temps, devient si stable qu'il ne nécessite plus d'efforts. Il devient caractère, et le caractère est le récipient que la conscience supérieure recherche. Le deuxième marqueur est la douleur transformée en compréhension. Pas la douleur réprimée, qui se transforme en pierre et obstrue le flux de la vie. Pas la douleur dramatisée, qui se nourrit de l'attention qu'elle reçoit et ne finit jamais de se transformer. Mais la douleur traversée consciemment, sans anesthésie et sans exagération. La douleur qui se regarde en face et à laquelle on demande « Que me montres-tu ? Quel motif révèle ta présence ? Quelle partie de moi doit mourir pour qu'une vérité plus authentique puisse vivre ? Chaque perte que tu as traversée sans devenir amère, chaque trahison que tu as survécue sans te fermer à l'amour, chaque désillusion avec des systèmes, avec des personnes, avec des versions antérieures de toi-même que tu as traversées sans que cela te vole la capacité de continuer à croire en quelque chose. Cette douleur alchimisée, cette douleur qui a été matière première pour la compréhension au lieu de poison pour l'âme, a élevé la fréquence de base de ton champ de manière qu'aucune formation spirituelle délibérée ne pourrait reproduire. Parce que le vrai feu ne se simule pas, et les âmes qui ont traversé le vrai feu ont une température différente. Le troisième marqueur est la capacité de maintenir des états élevés sans s'effondrer face au chaos qui les entoure. Toute personne peut éprouver des moments d'expansion. Un retrait, une pratique intense, une expérience limite peuvent ouvrir des registres de conscience qui restent normalement fermés. Le problème n'est pas d'ouvrir, le problème est de maintenir. Intégrer. Faire en sorte que ce qui a été vu au sommet devienne sol, base, point de départ pour la vie ordinaire. Les traditions contemplatives de toutes les cultures signalent le même piège, l'inflation spirituelle. L'état dans lequel une expérience d'expansion authentique devient source d'ego au lieu de source de service. Dans lequel la personne confond avoir touché quelque chose de réel avec être ce quelque chose. Et depuis cet endroit, l'expansion devient instabilité. La vision devient dispersion. L'ouverture devient fragilité déguisée en profondeur. La véritable maturité spirituelle se reconnaît dans l'ordinaire, dans la capacité d'être pleinement présent dans une conversation simple après avoir eu une expérience extraordinaire, dans la capacité de soutenir la routine sans que la routine ne t'éteigne, dans la capacité de revenir au corps, au temps, à l'ordinaire, sans le ressentir comme une trahison de ce qui a été entrevu. C'est ce que les gnostiques appelaient pneuma stabilisé, l'esprit qui ne fluctue plus dramatiquement entre la lumière et l'obscurité, mais qui apprend à habiter les deux avec l'équanimité de celui qui sait qu'aucune des deux n'est permanente et que les deux sont nécessaires. Tu as passé des épreuves sans savoir qu'elles étaient des épreuves. Tu as construit en secret ce qui est maintenant prêt à se révéler, non pas parce que tu es spécial dans le sens où l'ego comprend ce mot, mais parce que tu es prêt dans le sens que la conscience universelle reconnaît. Si tu comprends cela depuis les profondeurs, écris « Je suis prêt à soutenir la lumière ». Et si tu souhaites soutenir cet enseignement pour qu'il continue à se développer, tu peux le faire par super chat, comme celui qui allume une lampe pour que d'autres voient aussi.
Dans la tradition alchimique, la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste contient une phrase sur laquelle les initiés ont médité pendant des siècles. Une phrase si dense de signification que chaque génération l'a trouvée nouvelle, comme si chaque époque pouvait en extraire quelque chose de différent sans jamais l'épuiser. La phrase est celle-ci: « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, pour la réalisation du miracle de la chose unique. » Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une instruction opérationnelle. Ce que tu construis dans ton monde intérieur modifie le champ qui t'entoure, pas de manière symbolique ou psychologique seulement. De manière réelle, dans le sens où la physique quantique commence à confirmer ce que les mystiques ont toujours su, que l'observateur et l'observé ne sont pas des entités séparées, que la conscience n'est pas un spectateur passif de la réalité, c'est un participant actif dans sa configuration. Et ce que tu ancreras dans le corps, ce que tu inscris dans la mémoire cellulaire à travers la pratique répétée et consciente, devient réel dans un registre qui transcende le pur mental. Le corps est l'interface entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est l'endroit où l'intention se transforme en forme, où la fréquence interne devient tangible. C'est pourquoi le rituel que tu vas pratiquer n'est pas symbolique. Ce n'est pas un exercice d'imagination ou de pensée positive. C'est une pratique fonctionnelle de reconfiguration du champ énergétique personnel. Ce soir, ou n'importe quelle nuit que tu choisis de commencer, cherche un espace où tu ne seras pas interrompu. Le temps n'a pas besoin d'être long. La qualité de la présence importe infiniment plus que la durée. 15 minutes de présence absolue produisent plus de transformation qu'une heure de pratique distraite. Asseyez-vous avec la colonne vertébrale droite mais sans tension inutile. La posture correcte n'est pas une posture rigide. C'est la posture qui permet à l'énergie de circuler sans obstacle depuis la base de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Placez une main sur le centre de la poitrine, sur le cœur, le centre énergétique que les traditions orientales appellent Anahata et que les hermétistes considéraient comme le point d'équilibre entre les registres supérieurs et inférieurs de l'être humain. L'autre main sur l'abdomen, juste en dessous du nombril, où réside le centre de force vitale que les taoïstes appelaient le Dantian inférieur. Respirez en pleine conscience. 4 temps lents pour inhaler, en remplissant d'abord l'abdomen, puis la poitrine, puis la clavicule. Une pause brève et naturelle, au point le plus plein. Ensuite, 6 temps pour exhaler, en vidant de haut en bas, laissant le corps revenir à son repos le plus profond. Répétez ce cycle 7 fois, sans forcer, sans contrôler excessivement. Juste accompagner. Juste permettre au rythme naturel du corps de se calmer et de se approfondir. Lorsque vous ressentirez ce calme, lorsque le bruit mental aura suffisamment diminué pour que le silence sous-jacent soit perceptible, dirigez votre attention vers le centre de la poitrine. Visualise, depuis ce point central, émerge une lumière de couleur vert émeraude, le vert de la nature dans son expression la plus vive, le vert que les alchimistes associaient à Vénus, à la transformation, au principe qui convertit l'inerte en vivant. Ne la force pas avec un effort mental. Invite simplement sa présence. Permets-lui d'apparaître avec la même naturalité que la chaleur apparaît lorsque tu t'approches du soleil. À chaque expiration, cette lumière s'étend. Elle remplit la poitrine. Elle monte vers la gorge et la tête. Elle descend vers l'abdomen et les jambes. Elle s'étend par les bras jusqu'au bout des doigts. Elle transcende la peau et forme un champ lumineux autour de toi. Une sphère de lumière vert émeraude qui enveloppe complètement ton corps physique. Dans cet état, lorsque le corps est immobile et que le champ est activé, déclare intérieurement, sans hâte, avec le calme profond de celui qui sait que ce qu'il dit est vrai avant de le prononcer. J'accepte de me souvenir de ce que je suis déjà. Ne le répète pas comme un mantra mécanique cherchant à convaincre. Prononce-le une seule fois, réunissant toute la conscience disponible à ce moment-là. Comme si ces mots étaient à la clé et que quelque chose en toi était la porte. Et ensuite, écoute le silence qui suit. Ce silence fait partie du rituel. C'est là que se produit ce qui ne peut pas se produire tant qu'il y a du bruit. Reste dans ce silence le temps dont tu as besoin, sans attente sur ce qui devrait se passer, sans évaluer si tu le fais bien.
Juste être, juste permettre. Avant de dormir, garde un carnet à proximité. Au réveil, que ce soit au milieu de la nuit ou à l'aube, écris immédiatement toute image, symbole, mot, sensation corporelle ou fragment de rêve qui reste dans la conscience, sans filtrer, sans analyser à ce moment-là, sans décider si c'est pertinent ou non. Tout ce qui arrive dans cet état semi-hypnagogique entre le sommeil et l'éveil a une valeur que l'analyse diurne ne peut pas toujours capturer immédiatement. Fais cela pendant 7 jours consécutifs. La constance est fondamentale. Non pas parce que 7 est un nombre magique au sens littéral, mais parce que la conscience a besoin de suffisamment de répétitions pour enregistrer un motif comme intentionnel. Pour commencer à se réorganiser autour de lui, au lieu de le traiter comme une expérience isolée. Ce que tu construis n'est pas une pratique de relaxation ni une technique de visualisation créative. Tu es en train de créer ce que les hermétistes appelaient un pont de correspondance. Un canal stable, construit délibérément dans l'espace intérieur, entre les enregistrements de conscience qui restent normalement séparés dans la vie quotidienne. L'enregistrement du corps et l'enregistrement de l'esprit. L'enregistrement du temps et l'enregistrement de l'éternel. L'enregistrement de ce que tu sais que tu es et l'enregistrement de ce que tu pourrais en venir à te souvenir. Avec chaque répétition consciente, ce pont devient plus solide, ces chemins deviennent plus praticables, le mouvement de l'information entre ses extrémités devient plus fluide, et ce qui se construit en 7 jours avec une présence réelle ne disparaît pas lorsque le rituel se termine, cela s'intègre. Cela devient le sol à partir duquel la conscience opère différemment, même lorsqu'elle n'est pas dans le rituel, même lorsqu'elle est au supermarché ou lors d'une réunion de travail ou dans une conversation difficile. C'est la différence entre une expérience spirituelle et une transformation spirituelle. Si tu décides de pratiquer ce rituel, écris « J'ancre la fréquence émeraude ». Et si pendant que tu l'écoutes, tu ressens déjà l'activation en toi, tu peux contribuer avec un super chat comme un acte d'énergie réciproque, soutenant ce chant collectif. Il existe un phénomène que les textes ésotériques de toutes les traditions mentionnent avec insistance, mais qui est rarement expliqué avec la précision concrète qu'il mérite. Les physiciens quantiques l'appellent intrication. Les biologistes des champs morphogénétiques l'appellent résonance morphique. Les maîtres soufis l'appelaient l'effet du cœur ouvert sur le champ collectif. Les chamans des traditions américaines le décrivaient comme le tissu invisible qui relie tous les êtres. Tout signale la même chose depuis des langues différentes, que la conscience d'un être humain n'est pas enfermée dans son crâne, que le champ énergétique d'une personne s'étend au-delà des limites du corps physique, et que ce champ interagit constamment avec les champs des personnes proches, avec le champ de l'espace habité, avec le champ du collectif plus large. Lorsque qu'une personne atteint un certain niveau de cohérence interne, lorsque l'écart entre ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait se réduit à un niveau suffisamment petit, son champ énergétique acquiert une qualité que les physiciens des systèmes complexes décriraient comme une haute cohérence. Et un champ de haute cohérence agit comme un attracteur. Il réorganise silencieusement les motifs du champ partagé sans qu'il y ait d'intention délibérée de le faire. C'est l'effet du diapason. Lorsqu'un diapason accordé commence à vibrer dans une pièce, les cordes des instruments qui partagent cette fréquence commencent également à vibrer, sans que personne ne les touche, pas par suggestion, par résonance physique. Le principe est le même dans le champ de la conscience humaine. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles entrent dans un espace, changent cet espace. Pas parce qu'elles disent, pas par le rôle qu'elles occupent, pas par la façon dont elles se présentent, mais parce qu'elles sont au niveau le plus fondamental de leur structure énergétique. Leur présence organise, apaise, élève le ton de ce qui se passe autour d'elles, sans effort apparent, sans discours, sans technique visible. Ce n'est pas du charisme au sens conventionnel, c'est la cohérence de chant. Et une fois que cette cohérence est établie avec suffisamment de profondeur, elle produit des conséquences que vous pouvez observer dans la vie quotidienne. Certains se sentiront attirés par toi sans pouvoir expliquer complètement pourquoi. Ils chercheront ta présence dans les moments où ils ont besoin de clarté. Ils chercheront ton silence plus que tes conseils, ton regard avant tes mots.
Non pas parce que tu les as convaincus de quoi que ce soit, non pas parce que tu as fait quelque chose de spécial pour gagner cette attraction, mais parce que ton chant leur rappelle quelque chose qu'ils ont eux-mêmes perdu de vue, quelque chose que leur propre être reconnaît dans le tien comme vrai. D'autres, en revanche, se sentiront mal à l'aise. Ils éviteront le contact sans raison apparente. Ils projetteront des critiques qui n'ont pas de fondement réel dans tes actions. Ils deviendront défensifs ou distants en ta présence. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est l'effet naturel du contraste. La cohérence, comme la lumière, révèle ce qui restait dans l'ombre. Et tout le monde n'est pas prêt à voir ce que la lumière révèle. Les deux réactions sont des informations. Les deux indiquent que quelque chose de réel opère au-delà du niveau de la personnalité et de la préférence sociale. Mais il y a quelque chose de plus profond, de plus transformateur, qui se produit lorsque cette fréquence est maintenue suffisamment longtemps. Quelque chose qui n'est pas visible de l'extérieur, mais que ceux qui le vivent reconnaissent avec une clarté qui n'a pas besoin de validation. Le but se clarifie, non pas comme une mission grandiose qui arrive dans un rêve révélateur, non pas comme une voix extérieure qui te dit quoi faire de ta vie, mais comme une inévitabilité tranquille qui émerge de l'intérieur. Une direction qui devient de plus en plus évidente, non pas parce que quelqu'un te la signale, mais parce que ton champ intérieur est devenu suffisamment calme pour que le signal qui a toujours été là puisse enfin être entendu au-dessus du bruit. Tu commences à savoir, avec une certitude qui ne dépend ni de l'approbation extérieure ni des preuves accumulées, quelle direction prendre. Non pas parce que tu as des garanties, mais parce que l'orientation émerge d'un niveau de toi-même qui ne fonctionne pas avec des garanties, qui fonctionne avec résonance, avec ce qui semble vrai avant que l'intellect puisse le justifier. Le résultat pratique de cela est une liberté qui ne ressemble pas à ce que la culture décrit généralement comme liberté. Ce n'est pas la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux. C'est la liberté d'agir depuis la cohérence plutôt que d'agir par peur. La liberté de dire non quand quelque chose ne résonne pas, sans avoir besoin d'une explication qui convainc les autres. La liberté de dire oui quand quelque chose est vrai, sans avoir besoin que tout le monde autour de toi le valide d'abord. Cesse de chercher l'approbation. Non pas parce que tu deviens indifférent à l'effet que tu produis sur les autres, mais parce que la source à partir de laquelle tu opères ne dépend plus de cette approbation pour rester stable. Tu peux la recevoir avec gratitude quand elle arrive. Tu peux fonctionner avec intégrité quand elle n'arrive pas. La source est intérieure, et les sources intérieures ne s'épuisent pas avec l'usage, elles se approfondissent. Cesse de te forcer vers l'avenir. Non pas parce que tu abandonnes tes intentions ou tes projets ou ta capacité à planifier, mais parce que tu apprends à agir depuis un état de présence qui produit plus de résultats avec moins de friction interne, qui n'a pas besoin de se convaincre qu'il mérite ce qu'il veut, qui n'a pas besoin de lutter contre sa propre résistance pour avancer. Les taoïstes appelaient cela Wu Wei, l'action sans effort, pas la passivité, l'action parfaitement alignée avec la nature des choses, qui ne rencontre donc pas de friction, qui avance non pas parce qu'elle pousse contre le monde, mais parce qu'elle coule avec le courant le plus profond de ce qui est déjà en train de se passer. C'est le cadeau de Sophie. Pas d'informations nouvelles qui n'existaient pas auparavant, pas un pouvoir que tu n'avais pas auparavant, mais une mémoire restaurée, l'accès progressif à ce que, à un niveau profond, tu savais déjà, tu étais déjà, tu pouvais déjà, mais que tu avais appris à méfiance, à minimiser, à cacher sous les couches de ce que le monde s'attendait à ce que tu sois. Le retour n'est pas vers l'avant, c'est vers l'intérieur. Et depuis cet intérieur, tout ce qui est à l'extérieur change. Si tu choisis de marcher ce processus en conscience, écris « Je marche avec sagesse ». Et si tu souhaites élargir cette communauté d'âmes éveillées, tu peux soutenir avec un super chat, non pas comme un don, mais comme une expansion consciente de ce cercle. Il y a quelque chose d'autre que tu dois comprendre. Quelque chose que les traditions spirituelles les plus anciennes connaissaient bien, mais que le monde moderne a presque complètement oublié dans sa fascination pour l'idée que les opportunités reviennent toujours, qu'il y aura toujours une autre chance, que le temps est infini et que la conscience peut s'éveiller à tout moment sans que le moment ait d'importance. Ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas non plus complètement vrai.
Les appels spirituels ne fonctionnent pas comme des invitations sociales que tu peux accepter ou décliner sans conséquences réelles. Ils ne se répètent pas dans le même ton ni avec la même intensité. Ils n'attendent pas indéfiniment que tu sois prêt. Ils ont leur propre nature, leur propre rythme, leur propre loi d'ouverture et de fermeture. Dans la tradition hindoue, il existe le concept de kala, non simplement le temps en tant que durée chronologique, mais le temps en tant que qualité. Comme le moment qui a une texture spécifique, une ouverture spécifique, une possibilité spécifique qui existe maintenant et qui à un autre moment aura une forme radicalement différente. Les maîtres védiques enseignaient à leurs disciples à reconnaître les moments de kala propices, non pas pour les exploiter avec avidité spirituelle, mais pour les honorer avec une présence totale, pour ne pas gaspiller ce que l'univers rendait possible à cet instant précis. Il existe des moments dans la vie où le voile entre l'ordinaire et le sacré s'amincit, où la conscience individuelle et l'ordre invisible qui soutient toute existence s'alignent en un point exact, comme deux lentilles qui convergent un instant sur le même foyer et produisent une clarté qui, dans des conditions normales, n'est pas accessible. C'est ce que tu vis maintenant. Pas un hasard, pas un effet de l'algorithme, une convergence. Les alchimistes médiévaux l'appelaient la conjonction. Le moment où les éléments opposés, qui normalement se repoussent, se rencontrent dans un équilibre suffisant pour produire quelque chose que Ninguno II ne pourrait produire séparément. La conjonction ne peut pas être fabriquée par la volonté. On peut préparer le terrain. On peut maintenir la disposition. Mais le moment même arrive, lorsque les conditions internes et externes s'alignent d'une manière qui transcende le contrôle conscient. Et quand cela arrive, la seule réponse sage est celle qui reconnaît ce qui se passe et dit oui. Les Grecs anciens distinguaient deux types de temps avec deux mots complètement différents. Chronos était le temps chronologique, séquentiel, mesurable, le temps des horloges et des calendriers. Kairos était quelque chose de radicalement différent. C'était le moment opportun, l'instant qualitatif, le point exact où l'action correcte produit le bon résultat, parce qu'elle est parfaitement alignée avec ce que l'univers est déjà en train de faire. Les archers grecs utilisaient Kairos pour décrire le moment exact où la flèche devait être libérée. Ni avant, ni après. À cet instant précis de convergence entre la tension de l'arc, la direction du vent et la position de la cible. Ce que tu vis maintenant est Kairos, et Kairos par sa nature ne peut pas être stocké pour être utilisé plus tard. Les anciens parlaient aussi de la loi du rythme. Tout dans la nature monte, atteint son point le plus haut, puis redescend. Les marées, les saisons, les cycles de la respiration, les cycles de la conscience collective, les moments d'ouverture dans la vie d'un individu. Tout suit le même schéma d'expansion et de contraction, d'ouverture et de fermeture, de possibilités concentrées et de possibilités dispersées. Héraclite l'a exprimé avec l'image que aucun philosophe ultérieur n'a pu surpasser. Personne n'entre deux fois dans le même fleuve, parce que l'eau a déjà changé, parce que tu as déjà changé, parce que le contact entre cette eau et ce toi produit quelque chose qui ne peut pas être reproduit, même si les deux retournent au même endroit. L'expérience n'est pas archivée pour être récupérée plus tard sans perte. Cela se produit maintenant ou cela se produit d'une manière différente. Ce moment est une crête de vague, le point le plus haut d'une force qui se construit depuis bien avant que tu commences à entendre ces mots. Depuis chaque épreuve que tu as traversée en pleine conscience, depuis chaque instant où tu as choisi l'intégrité alors que la trahison aurait été plus confortable, depuis chaque douleur que tu as transformée au lieu de simplement supprimer, tout cela a construit la vague, et la vague est à sa crête maintenant. Tu peux la surfer, ou tu peux attendre qu'elle passe en te demandant si elle était réelle. Et si elle passe sans être exploitée, l'apprentissage ne disparaît pas. La conscience ne retourne pas au point de départ, mais le chemin devient plus long, plus lent, plus frictionnel. Les mêmes leçons qui pourraient maintenant s'intégrer avec une relative fluidité nécessiteront plus de temps, plus de répétition, plus de résistance interne pour arriver au même endroit. Ce n'est pas une punition, c'est simplement la dynamique des cycles naturels. Il est plus facile de monter une échelle lorsque l'échelle se déplace déjà dans ta direction. Ce n'est pas une menace.
Il n'y a aucune entité cosmique attendant de te pénaliser si tu ne profites pas de ce moment. C'est simplement la description honnête de la façon dont fonctionnent les rythmes de la conscience. De comment les champs de possibilités se concentrent et se dispersent selon des lois que nous n'avons pas inventées, mais que nous pouvons apprendre à reconnaître. Sophia ne force pas, elle n'a jamais forcé. L'intelligence que les gnostiques ont décrite comme le principe actif de la sagesse n'agit ni par coercition ni par urgence manipulatrice. Elle opère avec la même patience que le soleil au lever chaque matin, sans hâte, sans insistance, simplement disponible pour celui qui regarde dans la bonne direction au bon moment. Mais quand il offre, il le fait avec une intensité concentrée qui n'est pas permanente. Le soleil se lève chaque jour, mais l'angle exact de la lumière à un moment donné, sur un paysage donné, produisant un effet de clarté et de beauté déterminé, cet angle spécifique ne revient jamais exactement de la même manière. Chaque lever de soleil est unique. Chaque ouverture de conscience a sa propre géométrie qui ne se répète pas. C'est pourquoi tu ressens cette urgence. Pas de panique, pas d'anxiété artificielle, mais une douce mais indéniable pression intérieure qui dit « c'est maintenant », qui dit « tu es déjà prêt même si tu ne te sens pas complètement prêt », qui dit « la préparation parfaite n'existe pas et attendre d'être parfaitement préparé est la manière la plus élégante de ne jamais bouger ». Les traditions zen ont une phrase pour cela « sauter avant que le pont soit complètement construit ». Pas comme une imprudence, comme une confiance que la direction est correcte et que le pont sera achevé au moment du saut, que l'action et la condition se co-créent, que attendre que tout soit garanti avant de bouger est une façon de ne jamais bouger, car les garanties totales n'existent dans aucun territoire qui mérite d'être exploré. Ce qui vous est demandé maintenant n'est pas dramatique. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre vie. Vous n'avez pas besoin de faire un geste spectaculaire que les autres puissent voir. Les gestes spirituels les plus puissants sont les plus invisibles. Tu dois décider. Une décision intérieure, silencieuse, réelle. La décision de ne plus te rendormir lorsque tu as déjà commencé à te réveiller. La décision de maintenir la cohérence entre ce que tu sais et ce que tu fais, même lorsque cela est inconfortable. La décision d'écouter ton intuition même lorsque ce qu'elle indique ne correspond pas à ce que l'environnement valide. La décision de traiter ce moment, cet instant de ta vie, avec le sérieux et la révérence qu'un instant de kairos véritable mérite. C'est le véritable saut, pas le saut vers quelque chose d'extérieur, le saut vers la version de toi-même qui cesse de procrastiner, parce que la porte que tu cherches n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas au bout d'une pratique plus longue. Elle n'est pas derrière un niveau spirituel plus élevé. Elle est dans ton prochain choix, dans le plus petit, dans le plus proche, dans celui que tu peux faire maintenant, avant que ces mots ne se terminent. Si tu es prêt à saisir cette fenêtre, écris « Je choisis ce maintenant ». Écoute bien, tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. La compréhension que tu forces avec l'intellect, avant que le corps et le champ soient prêts à la recevoir, est comme vouloir récolter avant de semer. Le processus a son propre rythme, et apprendre à respecter ce rythme fait partie du chemin. La conscience ne s'étend pas d'un coup, elle s'étend en spirale. Chaque tour de la spirale te ramène au même territoire, au même thème, aux mêmes questions fondamentales, mais sous un registre différent, avec plus de profondeur, avec plus de clarté, avec moins de résistance. Ce qui, il y a 1 an, était un obstacle insurmontable peut devenir, après un certain travail intérieur, la ressource la plus précieuse que tu as. Ce qui t'est demandé maintenant n'est pas de tout comprendre. On ne te demande pas un engagement total, ni une transformation immédiate, ni la garantie que tu vas le faire parfaitement. Juste de dire oui, un petit oui sincère, pas avec des mots grandioses prononcés dans un état d'émotion élevé qui se sera dissipé demain, mais avec les petites décisions cohérentes de chaque jour, avec le choix d'être un peu plus honnête, un peu plus présent, un peu plus fidèle à ce que tu sais déjà être vrai. La cohérence accumulée dans le petit est la langue que Sophia comprend. Pas les gestes dramatiques, pas les vœux solennels. Le fil fin et constant des choix quotidiens que personne ne note sauf ton propre champ.
Cet espace n'est pas pour des spectateurs passifs. C'est pour des âmes qui s'éveillent. Pour ceux qui sont prêts à soutenir la tension créative entre ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils n'ont pas encore révélé d'eux-mêmes. Entre la personne que le monde connaît et la conscience qui émerge de l'intérieur de cette personne. Si cette transmission a résonné en toi, abonne-toi et active les notifications. Pas comme un geste automatique que tu fais sur toutes les chaînes, mais avec la conscience de ce que tu choisis. Tu choisis de continuer ce processus. Tu choisis de rester en contact avec un espace dont l'unique intention est d'expandre ce qui est déjà vivant en toi. Maintenant, respire. Ressens ta poitrine. Ressens la reconnaissance qui était là depuis la première seconde de cette transmission. La lumière émeraude n'est pas venue te convaincre de quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin de te convaincre. La vérité n'a pas besoin de convaincre. Elle a juste besoin d'un espace où elle peut être reconnue pour ce qu'elle a toujours été. Elle est venue te rappeler. Et le souvenir, une fois éveillé, n'a pas besoin d'être répété pour rester vivant. La sagesse ne s'apprend pas, elle s'éveille.